Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et le face-à-face avec Yann Vallery, rédacteur en chef de Braise Info et président de l'association Jeune Bretagne pour son essai Sécession, un livre auto-édité. D'ailleurs, on vous posera la question comment se le procurer. Bonjour Yann Vallery. Bonjour Yann Vallery. Oui, bonjour. Bon, on a échangé depuis quelque temps déjà. J'ai reçu votre livre. Et je dois dire que ce livre est intéressant. Non seulement intéressant, mais c'est vrai, c'est un pamphlet, c'est une arme. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec vous, mais ça fait partie effectivement de cette liberté d'expression dont on parle et qu'il serait temps de mieux défendre et de défendre plus complètement. Alors, Sécession, c'est très intéressant parce que vous n'êtes pas du tout un extrémiste, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui dit, voilà, allez, je vais fonder la République de Bretagne dès demain ou le Royaume. Vous dites simplement, il faut quitter les métropoles. Vous reprenez cela, vous en parlez. Antienne, on va en parler longuement avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire quand même par quand vous dites il faut quitter les métropoles et vous parlez des autochtones et vous parlez du fait que les autochtones aujourd'hui doivent faire sécession. Alors, pour vous, le mot de faire sécession, pas la définition, on la connaît, vous l'avez donnée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, déjà, merci de m'avoir invité, Monsieur Berkov. Je précise juste dans la présentation que je ne suis plus président de Jeune Bretagne parce que c'est un mouvement identitaire qui n'existe plus depuis 2013. En fait, je suis exclusivement rédacteur en chef de Braise Info. D'accord. Voilà. Pour revenir à votre question, faire sécession, ça n'est pas que géographique. C'est ce que j'explique dans le livre. Hein. C'est une sécession sur soi-même déjà, c'est une sécession communautaire, c'est une sécession éducative, c'est une sécession politique. Et ça veut dire tout simplement se séparer gentiment de la République française, en tout cas de ses institutions et de cette espèce d'esprit républicain qui est quasiment religieux aujourd'hui. C'est devenu, un dogme, une religion. Et en gros, si on ne s'y plie pas ou si on ne se revendique pas d'être républicain, on est un pestiféré, on est un extrémiste, on est tout ce que vous voulez. Et moi, dans mon livre, j'essaye de donner des pistes, en tout cas aux gens, pour leur montrer que là, ils peuvent vivre en dehors de la République qui n'est qu'un système. Alors justement, on va en parler évidemment pendant jusqu'à 14h avec vous, Yann Vallery. La question quand même, est-ce qu'on ne peut pas acter et commencer à vivre ce que vous désirez, ce que vous prônez, sans être anti-républicain, sans vouloir abandonner la République française? En une phrase, parce qu'on va revenir là-dessus. Je pense que la République française, en tout cas la 5e République aujourd'hui, est à bout de souffle. Elle doit si elle ne s'éteint pas demain, ou en tout cas si on ne la fait pas s'éteindre, on va droit dans le mur. Et notamment les autochtones que je cite dans mon livre, on va tous droit dans le mur. Alors on en parle tout de suite, on parle des autochtones, on parle de la sécession, on parle des métropoles, on parle justement de cette France des villages, des villes moyennes, de la campagne. Tout de suite avec Yann Vallery, après les informations. Et que vous soyez de Bretagne ou d'ailleurs, vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et en direct du cœur de la Bretagne, Yann Vallery, qui est rédacteur en chef de braiseinfo.com, avec son livre Sécession. Alors Yann Vallery, on a commencé à en parler, mais essayons d'être précis par rapport à ce qui se passe. Est-ce que quelque part, vous adoptez un tout petit peu, évidemment ce n'est pas la même chose, mais vous parlez des métropoles, et quand un démographe comme Christophe Guilluy parlait de la France périphérique, vous ne dites pas la France périphérique, vous dites toute cette France qui n'est pas dans les métropoles, et vous parlez de vos périples quand vous arrivez à Paris, que vous venez de votre Bretagne, vous arrivez à Paris, et vous dites le choc est quand même assez fort. Expliquez-nous.
Effectivement, vous avez bien fait de parler de Christophe Guilly parce que je pense qu'il a quand même très bien défini la fracture qui était en train de s'agrandir petit à petit en France et entre la France périphérique, la France rurale. Ce que je décris dans mon livre en arrivant à Paris, c'est un choc, c'est presque un choc thermique parce que vous partez de votre campagne, de votre ruralité, où les gens se disent bonjour, où les gens se serrent la main, où les gens se sourient, où les gens sont, on va dire, majoritairement des autochtones, donc ethniquement c'est assez homogène, et vous arrivez à Paris, à Montparnasse, et vous tombez sur des gens qui ne sourient plus, qui sont tristes, qui ne se regardent pas, qui ne se serrent pas la main, et qui sont de toute nationalité, ça va dans tous les sens, c'est une fourmilière, et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui Paris, mais j'englobe à toutes les métropoles parce que les métropoles sont des petits Paris en fait calqués sur le modèle parisien, sont en train de devenir le symbole, oui, d'une France qui n'est plus la France en tout cas. Mais attendez, est-ce que la France qui n'est plus... Pourquoi la multiethnicité ou le multiculturalisme vous gêne? Enfin, vous en parlez, mais est-ce qu'on ne peut pas être aussi... C'est la diversité qui vous gêne, ou c'est le fait que chacun est un peu dans sa bulle, qu'elle soit ethnique, sociale ou autre? Qu'est-ce qui vous gêne? Parce qu'il y a toujours eu de l'accueil en France, c'est pas nouveau. Oui, alors il y a toujours eu de l'accueil, mais encore une fois, d'ailleurs, j'en parle finalement assez peu dans mon livre. C'est pas le côté diversité ethnique qui à la base est un problème, mais c'est en train quand même largement de le devenir à partir du moment où ce que j'appelle les autochtones, c'est-à-dire pour faire simple, les blancs, sont en train petit à petit de devenir minoritaires dans certains endroits, et notamment dans les métropoles. Et là, c'est un réel problème. Et moi, je ne crois pas du tout à la fable multiculturelle. On peut marteler tous les jours que la France est un pays multiculturel, mais en fait, au final, on s'aperçoit qu'on est plutôt en train de devenir le Brésil, l'Afrique du Sud ou peut-être demain les Balkans. Et en tout cas, moi, c'est pas ce dont j'ai envie ni pour moi, ni pour vous, ni pour mes enfants. Oui, d'accord. Alors, justement, que faire? Qu'est-ce qui fait comment vous en parlez effectivement? Vous parlez de l'éducation, vous parlez effectivement, mais je dirais presque, j'allais faire un paradoxe évidemment, vous dites qu'il faut se remettre en marche, pas la République qui doit se remettre en marche, mais les autochtones, mais les citoyens, mais les femmes, les enfants, enfin les hommes de ce pays. Et vous dites, au fond, la France, on a beaucoup parlé du désert français, et vous dites réinvestissez les villes moyennes, réinvestissez les campagnes et formez des collectifs, des collectivités dans ces campagnes. Mais comment? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a une question, alors justement, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux quand l'économie ne suit pas? Comment survivre au bon sens du terme en chamboulant complètement, comme vous le prônez, effectivement, un changement de vie, quoi, carrément? Déjà, je pense que les Français ont trop tendance depuis des années, et en fait, à l'inverse peut-être des Américains, ils ont trop tendance à tout attendre de l'État. C'est-à-dire qu'on attend de l'État des aides, on attend de l'État des solutions, et quand on n'est pas content contre l'État, on vote, y compris pour des partis extrêmes où on s'abstient, etc. On attend tout de l'État. Et en fait, moi, je pars du paradigme inverse, c'est-à-dire qu'il faut se libérer de l'État. Il faut d'ailleurs faire ni plus ni moins que ce qu'ont fait un peu les militants d'extrême gauche dans les années 60-70, qui eux-mêmes se sont libérés d'une certaine façon de l'État et qui ont créé leur propre communauté, leur propre réseau, leur propre cercle d'influence, et qui ont réussi d'une certaine façon. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se libérer de l'État et en fait prendre son destin en main, ne pas tout attendre de l'État. De toute façon, ce que je décris dans mon livre, c'est l'abandon progressif de l'État, et je ne l'invente pas. Hein. Moi, en Bretagne, si je veux un rendez-vous chez un dentiste, je n'en aurai pas si je n'ai pas un dentiste attitré depuis X années. Si je vais à l'hôpital, je dois faire 40 minutes de route. Notre sécurité n'est plus assurée, notre santé n'est plus assurée, l'instruction de nos enfants n'est plus bien assurée. Donc à un moment, il faut se reprendre en main. Et en fait, mon livre est un appel simplement à se reprendre en main en disant il n'y a pas besoin de violence, il n'y a pas besoin de révolte, il y a simplement besoin de reformer des corps intermédiaires, de reformer des communautés et d'être serein par rapport à cela. Et puis les choses iront mieux quand les gens se seront repris en main.
les choses iront beaucoup mieux pour eux. Alors, Yann Valery, justement, mais vous parlez de la Bretagne et vous dites, et ces problèmes-là se passent dans la quasi-totalité des régions françaises, mais quand même, parce que vous êtes précis, vous n'allez pas uniquement dans les utopies. Comment ramener à un niveau, justement, les médecins, les soignants, enfin, tout ce dont on a besoin, effectivement, l'économie, évidemment, on va être bien l'économie de proximité, avec, effectivement, se nourrir... le rapprochement producteur-consommateur, que ce soit en matière alimentaire et autres, alors qu'il y a eu un travail, et vous le décrivez, vous le savez, un travail de désindustrialisation, un travail où il n'y a eu que le tertiaire et tout le reste a été abandonné. Quels travaux d'Hercule! Oui, bien sûr, c'est pas un travail qui se fait en un claquement de doigts, mais encore une fois, d'autres ont déjà montré la voie. Je parle de ce que je connais en Bretagne. Par exemple, vous parliez de l'agriculture et du modèle agricole. Oui. Il y a beaucoup de réseaux de producteurs qui ont commencé à comprendre qu'il fallait nourrir essentiellement sa population et ne pas vouloir nourrir le monde entier, parce que c'est pas le principe de base de l'agriculture. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut très bien gagner sa vie. Et non pas survivre simplement. On peut très bien gagner sa vie en nourrissant les gens de son coin, de sa communauté, de sa ville, de son canton. Et après, je pense que tout est question de retrouver des échelles politiques qui soient beaucoup plus cohérentes qu'en gros un État centralisé, des métropoles qui dirigent tout et qui aspirent tout sur leur passage, et ensuite une ruralité abandonnée. Il faut simplement que les citoyens, et là ça parle de la réappropriation du pouvoir aussi, c'est que les citoyens localement comprennent qu'elles peuvent amener à des référendums, à des consultations locales, qu'elles peuvent faire pression sur des élus, ouais. Qu'elles peuvent monter des entreprises. Et ensuite, c'est pas tout demander à l'État, en gros, donnez-nous des subventions, donnez-nous de l'argent, donnez-nous ceci, cela pour qu'on bâtisse. Non, c'est faire soi-même, mais en exigeant de l'État qu'il arrête de mettre sa main dans toutes nos affaires, qu'elles soient économiques, éducatives, politiques, etc. Et alors justement, vous parlez de cela, donc vous incitez et vous invitez les citoyens, hommes, femmes, à investir les conseils municipaux, investir les pouvoirs locaux, et comme ça, comme vous dites, enfin vous le dites, c'est un rapport de force. Et si le rapport de force ne s'inverse pas, rien ne se fera. Évidemment, le rapport de force, c'est le principe fondateur, j'ai envie de dire, de la vie de la cité, donc de la politique. Le rapport de force, c'est ce qui a permis, par exemple, aux opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes de gagner le retrait de cet aéroport, alors que techniquement, ils étaient minoritaires. Je pense qu'il y avait eu un référendum, ils auraient été minoritaires. Ouais. Et grâce au rapport de force, ils l'ont emporté. À contrario, je prends l'exemple dans le livre de la Manif pour tous, sur un tout autre sujet, ouais. Mais qui a mis des millions de gens dans la rue en défilant pacifiquement, sans instaurer le moindre rapport de force, mais en faisant simplement du paraître et de la contestation, on va dire, en matière de communication. Et finalement, ils n'ont pas été écoutés par le pouvoir. Les bonnets rouges, le jour où ils ont décidé en Bretagne qu'il n'y aurait pas de portiques écotaxes, ils ont fait chuter les portiques écotaxes, et l'État s'est bien rendu compte qu'il fallait négocier parce qu'on était au bord d'une révolution. Les corporations agricoles, quand ils veulent quelque chose, ils savent comment faire aussi. Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est regardez autour de vous, ne vous plaignez pas de ce qui se passe, soyez acteurs de votre destin et de celui de vos enfants et de celui de votre communauté. Oui, appel à l'action, on va continuer à en parler, Yann Valery, après cette petite pause, à tout de suite. Et appel à Sud Radio au 0826 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Yann Valery, dans votre livre Sécession, dont nous en parlons depuis déjà 20 minutes, vous parlez effectivement de ce qui se passe dans les métropoles, de ce qui se passe dans la ruralité, des territoires perdus de la République, etc. On en a aussi beaucoup parlé, mais vous dites, est-ce que vous allez jusqu'à dire, Yann Valery, que pour faire cela, est-ce qu'il faut aller jusqu'à faire sécession avec la République? Pour parler autrement, vous savez qu'en Corse, par exemple, il y a les autonomistes, en Bretagne aussi. Est-ce que vous prônez une autonomie d'un certain nombre de régions
par exemple la vôtre, évidemment, la Bretagne. Est-ce que ça va jusque-là ou plus, si affinité ou pas, pour vous? Alors, encore une fois, le propos central du livre n'est pas sur la sécession géographique. Après, si vous me le demandez, oui, moi je pense que la Bretagne, comme la Corse, comme d'ailleurs toutes les régions françaises doivent avoir l'autonomie, avec une autonomie plus ou moins grande selon les volontés populaires. Plus globalement, moi je serais pour un système de démocratie directe, c'est-à-dire qui parte de la base du local, de la commune, avec un système de référendum. Moi, j'imagine qu'on puisse aller voter tous les mois pour l'installation d'une éolienne dans sa commune ou d'un camp de migrants. Comme en Suisse. Comme en Suisse, régionalement pour reconstruire tel ou tel lycée, etc. etc. Donc, je pense que le pouvoir doit revenir vers la cité et donc de facto, les régions sont, à mon avis, une bonne échelle territoriale pour une meilleure démocratie. Oui, je comprends. C'est-à-dire, en fait, oui, vous dites, revenons quand même à ce que les citoyens, les peuples, au niveau des régions, aient beaucoup plus à dire, parce que vous le dites aussi, le problème aujourd'hui, et on l'a vu, pour reparler des présidentielles à un moment, on l'a vu dans les nominations, vous avez vu combien peu de maires, depuis que l'anonymat des parrainages a été levé, et ils nous l'ont dit, on parrainait tel ou tel candidat parce qu'ils avaient peur des agglomérations, des communautés de communes, des préfets, etc. C'est ça aussi que vous dénoncez un peu dans votre livre. Par rapport au parrainage, il y a quelque chose d'effarant, c'est que si on regarde Valérie Pécresse plus Anne Hidalgo, qui font à peine 6% à elles deux, elles ont réuni 4000 et quelques parrainages d'élus. Ouais. Quand on compare avec Marine Le Pen, par exemple, qui a 620 parrainages, je crois, et qui fait 41% au deuxième tour de la présidentielle, j'ai envie de dire, tout est dit. Globalement, je pense même, mais là c'est peut-être utopique, mais je pense qu'il faut aussi des utopies. Je pense même qu'on pourrait... Si le citoyen devenait un réel soldat politique ou un réel membre de la cité, on pourrait se passer d'élus. Les citoyens pourraient voter localement, départementalement, régionalement et nationalement pour des choses, et ensuite charge à des fonctionnaires d'appliquer le vote des populations. Il n'y aurait plus besoin d'élus dans ce cas-là. Et donc, il y aurait à mon avis, il y aurait moins de rejet du politique, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les gens se désintéressent de la politique, c'est-à-dire de la vie de la cité, c'est qu'ils se désintéressent du système du système représentatif français, tout simplement. Mais Yann Valéry, si on vous suit, fini la Ve République, l'élection, par exemple, du président au suffrage universel, et on a vu que l'exécutif rassemble, et pas seulement sous ce gouvernement ou ce pouvoir, rassemble pratiquement tous les pouvoirs. Il y a très peu de contre-pouvoirs en France, ça, tout le monde le sait, qu'on soit de quelque bord qu'on soit. Oui, sauf qu'on ne peut pas administrer un pays sans qu'il y ait aussi à un niveau régalien, je dirais au niveau de la politique étrangère, au niveau de la défense et tout, il faut quand même un pouvoir central. Alors je veux bien qu'on se débarrasse d'un certain nombre de choses et qu'on aille effectivement et qu'on donne le pouvoir aux citoyens, mais certaines, et je pense que vous serez d'accord ou pas, mais vous me le dites, et certains pouvoirs ont besoin d'être centralisés. Bien, alors oui, bien entendu. Alors vous parlez de politique étrangère, de politique internationale. Moi, je suis plutôt partisan de la construction européenne, donc je pense qu'en matière de défense notamment, s'il y avait demain une armée européenne, ce serait pas un mal dans l'optique civilisationnelle. Après, c'est évident qu'il y a besoin de quelques dérogations régaliennes, mais actuellement c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que le régalien n'est pas assuré pour les citoyens. Les citoyens ne sont pas la sécurité des citoyens, qui est leur droit principal, n'est plus assurée. La justice est à deux vitesses. C'est souvent fort avec les faibles et faible avec les forts. La santé, qui est aussi se dégrade, l'instruction se dégrade. Oui, vous parlez beaucoup de l'éducation, effectivement. Vous parlez beaucoup de l'éducation dans votre livre. Oui, ben c'est l'inverse du régalien aujourd'hui. Et je vais aller plus loin. J'ai l'impression que la République française aujourd'hui, dans l'état où est la Ve République, c'est un peu la fusion entre le pire de l'ultralibéralisme américain et le pire de l'Union soviétique, comme ça a été le cas en URSS. C'est-à-dire que sociétalement, c'est assez imbuvable et économiquement, ça l'est aussi.
Donc moi, ce que je propose, ou je suis pas un homme politique, mais ce que je dis, c'est que si les citoyens déjà commencent à se reprendre en main et à faire ce fameux rapport de force dont on parlait tout à l'heure, on aboutira sans doute à l'émergence de quelque chose de nouveau, à créer tous ensemble d'ailleurs, avec ceux qui veulent le créer. Alors justement, on parle de la Bretagne et vous êtes bien placé pour cela. Je voudrais peut-être, est-ce que les citoyens sont prêts à cela? Si je regarde simplement les chiffres, en Bretagne, Emmanuel Macron est arrivé au premier tour en tête avec 32,19%. Au deuxième tour, il a été élu triomphalement avec 66,58%. Je ne dis pas que Marine Le Pen représente effectivement ce que vous prônez, mais c'est quand même assez frappant que, au fond, c'est la vision macronienne a été, pour ne parler que de la Bretagne, mais c'est vrai dans d'autres régions, est assez largement approuvée. Oui, bien sûr. Bon, après, si on peut faire aussi un comparatif, par exemple, avec l'Île-de-France. L'Île-de-France, je crois que c'est 5 millions de voix pour Emmanuel Macron. Oui. Après, c'est vrai que sur la Bretagne, c'est ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure, c'est que la Bretagne, elle est constituée de 3 métropoles, Nantes, Rennes et Brest, qui ont tout vampirisé sur leur passage et qui sont devenus des petits Paris. D'ailleurs, il y a une ligne grande vitesse qui rapproche de plus en plus la Bretagne de Paris. Il y a des habitants d'Île-de-France qui viennent massivement en Bretagne, ou dans les métropoles ou sur les côtes. Donc en fait, vous avez le même vote. Mais par contre, si vous regardez plus en détail, dans la ruralité bretonne, dès que vous vous éloignez des métropoles, ou dès que vous allez dans la Bretagne périphérique ou la Bretagne déclassée, là, le vote pour Marine Le Pen, ou l'abstention, ou le vote Mélenchon, ils sont très hauts. Forts. Et on voit on voit ce que disait Christophe Guilly, encore une fois, c'est qu'il y a vraiment une différence majeure entre les côtes aisées, les métropoles aisées et les oubliés d'une certaine façon. Et quelque part quand même aussi différence entre mondialiste et je dirais identitaire, non pas au sens du parti identitaire, mais au sens effectivement de, vous savez ce que disait Goodhart, les gens de nulle part et les gens de quelque part. C'est peut-être ça le grand clivage aujourd'hui. Évidemment, et c'est un clivage qu'on ressent en fait, souvent les habitants des métropoles ne s'en rendent même plus compte, parce que effectivement, vous parliez tout à l'heure de multiculturalisme, de pays multiculturels. Effectivement, quand on habite dans les métropoles, et notamment dans les métropoles de France, d'Angleterre, de Belgique, on a l'impression en fait d'être dans des villes-mondes où il y a toutes les nationalités, il y a 40 restaurants différents, vous pouvez faire le tour du monde en quelques quartiers. Mais en fait, quand vous habitez dans la ruralité, ou quand vous habitez même dans des petites villes ou dans des moyennes villes, c'est pas encore ça. Et en fait, souvent j'entends des journalistes mal intentionnés qui se demandent pourquoi la ruralité, qui n'est pas touchée par exemple par l'immigration, vote massivement pour Marine Le Pen ou pour des partis radicaux. Mais c'est tout simplement que les gens ont la télé comme tout le monde, les gens voyagent comme tout le monde, et ils n'ont pas envie que ce qu'ils voient dans certaines grandes métropoles ou dans certaines villes arrive demain chez eux. Donc c'est plutôt un vote de prévention, et c'est plutôt sain d'ailleurs. Oui. On va continuer d'en parler. Yann Valery, sécession, justement, jusqu'où il faut aller, jusqu'où on peut aller. Avec les auditeurs du Sud Radio, on se retrouve tout de suite. Et on traite de suffisamment de sujets pour que vous nous appeliez au 0826 300 300. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, c'est la preuve qu'on est écouté partout en France. Nous sommes avec une Bretonne, Corinne, qui nous appelle de Lorient. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour André, bonjour. Augustin et Yann, et merci à vous. Alors je suis bretonne, oui, j'habite à côté de Lorient, une petite commune de droite, richissime. Je peux vous dire qu'ici en Bretagne, les Bretons ont été injectés à 98%. C'est le plus fort taux de France. 98%, ah oui, d'accord. Oui. Les Bretons ont élu M. Macron pour 66%. Ici, dans ma commune de droite richissime de bord de mer, 75% pour Macron. Alors,
arrêtez de dire que les petites communes votent pour Le Pen. C'est pas vrai. Ils ont tous voté pour Macron. Il faudrait dire aux Bretons qu'ils arrêtent, aux gens, aux Français, qu'ils arrêtent de regarder la télé et les médias mainstream et propagandistes. Je ne parle pas de vous, évidemment. Hein, et qu'ils arrivent à réfléchir par eux-mêmes. Les Bretons sont pas prêts pour l'autonomie, c'est pas vrai. Les bonnets rouges sont loin, très, 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 très loin. On s'en rappelle plus. On s'en rappelle plus. La Bretagne, pour ne parler que d'elle, n'est pas prête à être autonome. Et préfère la République, la vraie République actuelle. Les Bretons sont très dépendants des institutions régaliennes. Donc, je pense, moi je voudrais bien faire comme Monsieur Yann Valéry dit. Il n'y a aucun souci, ça serait vraiment le bonheur pour tout le monde. Mais je parle des Bretons que je connais, ils ne sont pas prêts. Et pourtant, la Bretagne, on parlait de l'indépendance de la Bretagne, eh ben on y est loin. On en est très, très, très loin. Voilà. Yann Valéry, alors que voilà, que dites-vous à Corinne, effectivement, qui dit que la réalité, c'est peut-être pas ça, et même pas ça du tout. Déjà, bonjour Corinne. Merci de votre commentaire et de votre question. En fait, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, les métropoles bretonnes ainsi que les villes côtières, hein, vous parlez de Lorient, il y a quand même pas mal de villes côtières, ont fait qu'il y a des nouvelles populations qui sont arrivées par le haut comme par le bas. Par le bas, ça peut être des populations migrantes ou des populations, on va dire, extra-européennes. Et par le haut, c'est des populations très riches, venus souvent d'Île-de-France, on va dire, mais pas que d'ailleurs, et qui ont acheté et qui ont de toute façon fait que il y a de moins en moins de Bretons de souche on va dire sur toute la bande côtière. Et la jeunesse bretonne d'ailleurs ne peut plus se loger techniquement. Quand vous voulez acheter une maison aujourd'hui, que vous avez 25 ou 30 ans ou 35 ans, vous pouvez plus acheter de maison sur les côtes en Bretagne. Donc la sociologie des côtes bretonnes, c'est la même que celle des métropoles et c'est la même, encore une fois, que celle de l'Île-de-France globalement. Ce qui explique d'ailleurs un vote Macron très fort dans ces zones-là. Ensuite, que la Bretagne soit depuis plusieurs siècles totalement légitimiste en partie, parce que vous avez à la fois cette légitimité donnée au pouvoir en place, et d'ailleurs il n'y a pas que Macron, en général c'est souvent la Bretagne qui fait les rois, les présidents de la République française, on va dire. Mais vous avez aussi ce côté bonnet rouge. Et c'est assez paradoxal, c'est assez régional en Bretagne d'ailleurs, parce que vous avez des zones qui ont toujours été résistantes, vous en avez d'autres qui le sont moins. Effectivement, il n'y a pas de solution toute faite aujourd'hui, mais je pense quand même que, d'ailleurs au-delà de la Bretagne, je pense quand même que la France périphérique, la ruralité, peut changer d'aspiration si, encore une fois, on lui donne la liberté de le faire et on lui donne les cartes en main. Après, vous avez parlé des 98% de vaccins. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez fou, sachant même que la Bretagne n'a quasiment pas été touchée par le Covid. Mais le matraquage médiatique, le matraquage politique, le réseau des élus... Yann, Valéry, les pro-vaccins vous diront que c'est grâce aux vaccins que, justement, ils n'ont pas été touchés. Oui, après, si vous voulez, avant le vaccin, il y avait le Covid. Or, le Covid n'était pas là en Bretagne avant le vaccin, donc c'est très peu à la marge. Corinne, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, simplement, moi j'ai vu la carte suite aux élections. La Bretagne, centre, côtière et grosse commune, grosse métropole, tout le monde a voté Macron. Il n'y a pas que le tour de la Bretagne côtière, ni que les 3 communes, Nantes, Brest et Rennes. Non, même le centre, la ruralité, le centre rural a voté massivement pour Macron. Ce qui est important en politique, c'est pas le score, c'est la tendance. Or, si vous regardez sur les 20 dernières années, il y a quasiment 400 000 voix en plus pour Marine Le Pen et une abstention qui monte. Donc, il n'y a pas que le score de dimanche dernier, il y a aussi la tendance sur les dernières années, et ça, c'est indéniable. Oui. Au-delà de ça, je crois que effectivement, sans vouloir
ni vous accorder ni cela. Je crois que le problème, il va se poser aussi au niveau de la nécessité. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est au-delà de la Bretagne et au-delà de la France et au-delà presque de l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer? On a parlé en première partie de ces émissions du problème économique, des nécessités économiques, de l'inflation, etc., etc., de la dette. Je crois que ça aussi va jouer. Vous savez, on ne va pas faire de prédictions. Augustin. Et on appelle depuis une autre région, une autre région à l'identité très marquée, les Landes. Nous sommes avec Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour votre invité. Alors, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit votre invité, vraiment pas. Et je vais vous donner les arguments. D'abord, les prélèvements des salariés et des entreprises sont très très lourds en France par rapport aux États-Unis dont il parlait d'ailleurs. Donc, si vous voulez qu'on soit acteur de notre indépendance, il faudrait peut-être à ce moment-là changer la face des choses. Pour l'agriculture, vous disiez les agriculteurs n'ont qu'à vendre localement. Ils ont une concurrence extrêmement, ils l'auront moins maintenant, extrêmement importante des autres pays à cause de la mondialisation. Vous savez très bien que les grands centres Leclerc et tout ça, exigent des prix très bas. Alors tout ça, c'est pas possible. Maintenant, une chose, si vous voulez faire des régions autonomes, c'est donc le système allemand à base de Landers, avec une disparité extrêmement importante, suivant, vous l'avez évoqué, je ne vais pas y revenir, des régions riches et des régions moins riches. Mais à ce moment-là, il faut être juste et établir une proportionnelle intégrale, comme ça se passe en Allemagne, de façon à ce que chaque région puisse se défendre et défendre ses intérêts. On ne peut pas donner à une région beaucoup d'autonomie si vous ne faites pas cette assurance, si vous préférez, de pouvoir défendre ses intérêts. Donc, tout ceci, si vous voulez, vous faites des suggestions, mais vous ne dites pas les inconvénients que cela peut présenter. Et moi, je vous donne les inconvénients. Par exemple, moi, je suis dans les Landes. Le tourisme, c'est sur la côte, bien sûr, on en a parlé. L'intérieur des Landes, c'est le bois, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose comme entreprise, à part quelques papeteries qui se cassent la figure très souvent. Donc, nous sommes plus ou moins quand même handicapés. Donc, automatiquement, les prélèvements vont être de plus en plus lourds pour justement que le département ou la région puisse survivre. Donc, vous avez une disparité totale. Et cette disparité, elle doit se jouer, je vous dis, sur le plan national et se rééquilibrer. Et maintenant, je vais vous dire, on doit se prendre en charge. Moi, je suis hospitalisée, j'ai des examens, etc. Eh bien, pour aller faire des consultations, je ne suis pas pris en charge. Je suis obligée de me déplacer ou de me faire amener. Je ne suis pas pris en charge à 100%, que ce soit pour ma thyroïde, pour mon cœur ou pour quoi que ce soit. Donc, je paie de ma poche parce que je n'habite pas Paris, parce que je n'habite pas une grande ville, parce qu'il n'y a pas d'hôpital sur place, que c'est en 70-90. Je ne me plains pas, c'est pour tout le monde pareil ici dans les Landes, je ne suis pas la seule. Donc vous avez des tas de disparités et des tas de choses dont vous ne tenez pas compte. Et maintenant, je vais vous dire, vous ne parlez pas de tous ceux que nous prenons en charge, que ce soit par l'aide médicale ou par la CMU. C'est nous qui payons. Ça, il en parle, Yann Valliere. Mais alors, très bien, Marie, je voudrais qu'Yann répondait. Effectivement, elle dit oui, très joli tout ça, mais comment on fait effectivement par rapport au système dans lequel nous vivons? Yann Valliere, c'est intéressant ce qu'elle a dit. Oui, allez-y. Oui, merci pour votre remarque. Alors, il y a plusieurs sujets, mais pour par exemple, vous avez parlé des agriculteurs. Moi, je persiste et je signe dans ce que... Et je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai un boulanger à côté de chez moi, à Carré, qui est sur le marché tous les samedis. Ils vivent plutôt bien. Ils vivent sans RSA, ils se dégagent un salaire. Ils sont en couple. Ils produisent leurs céréales, ils les font pousser, ils les récoltent, ils font leur pain, ils font tout eux-mêmes et ils nourrissent la population locale et ils gagnent très bien, enfin, ils gagnent pas très bien leur vie, mais mieux qu'une survie, ils la gagnent. Ce système-là, c'est celui-là que j'appelle à développer parce qu'encore une fois, vous parlez de Leclerc, vous parlez des grandes industries qui veulent vendre au monde entier, vous parlez de la concurrence,
mais c'est face à ce système-là, et tout à l'heure vous faisiez, Monsieur Berkoff, l'opposition entre mondialisme et localisme, et on est en plein dedans, c'est-à-dire que oui, Leclerc, oui, l'agriculture intensive, c'est le mondialisme. Moi, je prône le localisme, c'est-à-dire d'en finir avec les grandes institutions du mondialisme et de se recentrer sur nos terres, sur nos citoyens, nos peuples. Et effectivement, ça demande une révolution, mais une révolution intérieure. Mais des gens l'ont déjà faite, l'ont déjà commencé à la faire. Le boulanger, le gars qui fait ses paniers de légumes. Alors oui, ça peut paraître des exemples X ou Y, mais le fait est que c'est réel et il y a une économie qui se développe. Qui se développe. Alors, oui. sur la question régionale, encore une fois, mon livre n'est pas axé sur la question régionale. On en est venu à parler de ça tout à l'heure. Oui. Mais oui, je pense qu'effectivement, comme je le redis, plus les citoyens auront le pouvoir localement, donc que ce soit dans les Landes ou en Bretagne, mieux les choses se porteront. Et enfin, concernant les salariés qui sont asphyxiés par des taxes, et les patrons qui sont asphyxiés par des charges, là encore, on est toujours dans le même processus. Il faut changer cela, et c'est en cela que je disais tout à l'heure, il faut moins d'État sur ces sujets-là. Il faut laisser l'entreprise, il faut laisser l'instruction, il faut que l'État n'intervienne plus là-dedans, mais qu'il soit régalien au niveau de la santé, au niveau de la justice, au niveau de la sécurité. Ouais. Et juste une chose, Marie parlait effectivement des soins, enfin, elle parlait des difficultés qu'elle a à se rendre effectivement à l'hôpital quand elle est à l'hôpital, et elle dit d'un côté on subventionne des tas de personnes qui peut-être, on devrait peut-être répartir les charges, mais ça je crois Yann Valery, vous êtes assez d'accord. Oui, bah effectivement, bon après j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, cette volonté de supprimer l'aide médicale d'État. Alors je vais vous prendre à revers, c'est que une fois que les maladies sont rentrées dans le pays, il faut bien les éradiquer, parce que sinon on peut vite avoir des transmissions. Mais j'ai envie de dire, les personnes qui bénéficient de l'AME ne devraient déjà pas être là. Elles auraient dû être stoppées à la frontière, ou elles auraient dû être expulsées depuis longtemps. Donc oui, mais là je vais rien inventer en disant que en mettant fin à l'immigration et en faisant une partie de remigration, oui, on libérera aussi de l'économie, quoi qu'en disent les économistes bien pensants actuels. On se retrouve dans un instant. Vous continuez à nous appeler au 0826 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Toujours avec Yann Valery pour son livre Sécession. D'ailleurs, comment peut-on se le procurer ? Oui, Yann. Alors en fait, on se le procure, on peut l'acheter pour 10 € plus 5 € de frais de port directement sur le site www.braise-info.com. Et exclusivement là, ou dans quelques librairies. Il y en a une à Paris qui la vend. Il y en a une dans les Landes aussi, il me semble d'ailleurs. Mais bon, grosso modo, pour vos auditeurs, voilà, le mieux c'est www.braise-info.com. Braise-info.com, très bien. Et un appel justement d'une auditrice, Louise, qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour Louise. Oui, bonjour Louise. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Valery. Écoutez, tout à l'heure j'ai écouté votre vécu concernant votre arrivée à Paris, et moi j'ai un témoignage un petit peu différent, mais je dois être beaucoup plus âgée que vous. Moi c'était dans les années 70. Je suis ardennaise, et j'ai mes Ardennes, bien que j'habite dans l'Aveyron, j'ai les Ardennes chevillées au corps. Oui. Je suis arrivée à Paris, jeune institutrice venant d'une famille de pauvres paysans, et je peux vous dire qu'à l'époque à Paris, pour moi c'était extraordinaire de monter à Paris, comme on disait, et je me suis coulée dans la vie, non pas de Paris, parce qu'après j'ai renseigné 40 ans en Seine-Saint-Denis, donc et je n'ai jamais quitté la Seine-Saint-Denis et j'ai beaucoup aimé y travailler. Et voilà, ce que je voulais vous dire, mais maintenant, je n'habiterai plus Paris. J'habite l'Aveyron, un petit village, et Paris n'est plus du tout le Paris que j'ai connu à l'époque. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. En quoi, Louise, Paris n'est plus le Paris que vous avez connu à l'époque ?
Oh, écoutez, bon, moi j'habitais dans le 20e, c'était à Paris populaire. Maintenant, je vois des petits ateliers qui étaient en bas de chez moi. Ce sont des architectes, des journalistes de France 2. C'est vraiment... La boboisation, vous voulez dire, c'est la boboisation. Mais tout à fait, tout à fait. Et l'institutrice que j'étais habitait Paris. Maintenant, je ne sais pas comment ils font, les enseignants. Ils ne peuvent pas habiter Paris, c'est pas possible. Ouais, je comprends. Je comprends. Merci Augustin, Louise, merci Louise. Nous sommes maintenant avec Jean qui nous appelle de Bastia. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Bonjour Augustin, bonjour André, bonjour Yann. Alors le thème il est passionnant d'aujourd'hui et le thème pour moi il concerne l'exode en fait globalement du peuple, d'accord, de la Babylone ou de l'Égypte, ça c'est comme vous le voulez. J'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur, d'accord, et qu'on se rappelle des grands hommes sages qui ont dit des choses très très intéressantes. D'abord Benjamin Franklin qui a dit un peuple qui n'est pas prêt à sacrifier un peu de sécurité pour un peu de liberté, ni mérite ni l'un ni l'autre, et à la fin perd les deux, déjà d'une. Et d'un autre côté, Gustave Young qui dit « Nous devons réaliser sans passion que tout ce pourquoi nous nous battons dans le monde extérieur est aussi une bataille en nous-mêmes. » Pourquoi je dis ça ? Parce que le premier début vers l'émancipation de la tyrannie et du pouvoir, et c'est ça dont on parle aujourd'hui, ça passe par l'intérieur, par le cœur. À savoir, est-ce qu'on est prêt à détruire le trône du tyran qui nous domine? Vous voyez? À l'intérieur de notre cœur. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier sur l'autel de la liberté pour notre propre salut? Et je vois qu'il y a beaucoup d'auditrices qui sont passées avec moi, juste avant moi, et ce sont des personnes qui me semblent être assez âgées, qui sont en fait très attachées d'une certaine manière au système pour des raisons de santé, pour des raisons peut-être de retraite, pour des raisons de tas de choses. Le juste, c'est que leur exode, en fait, il est reporté au moment où le système les sacrifiera. De toute manière, ils ont déjà servi. Ils ont servi, pas forcément les personnes qui ont téléphoné, mais ces personnes d'un certain âge qui ont voté Macron, etc. Et moi, ils sacrifient, ils ont déjà servi pour cela. Et donc, moi, je me dis que cette thématique, en fait, elle s'adresse à chaque individu. Et c'est un message que je lance à tous les auditeurs. Pensez en vous-même de quelle manière le système, la République, le système jacobin vous tient. D'accord ? Vous retient à lui. Et essayez de voir ce que vous êtes prêt à sacrifier. Aller vers l'insécurité, celle d'interagir avec d'autres êtres humains dans votre proche environnement, le localisme, comme vous avez dit. Voyez comment vous pouvez échanger votre savoir-faire. Si vous avez des terrains, invitez les gens à travailler avec vous sur ces terrains-là. Si vous avez une entreprise de charpente, invitez des gens, apprenez-leur le métier et faites des choses ensemble. Créons des circuits parallèles. Mais oublions cette idée que l'État nous procure toujours la sécurité. C'est fini cette question-là. Et donc du coup, maintenant, il s'agit d'en prendre conscience, prendre en main sa propre humanité, au-delà de la question d'appartenance à quelque chose de plus grand, etc., et de se réapproprier l'humanité, l'économie, la philosophie, l'organisation politique et démocratique des micro-sociétés. C'est beaucoup plus facile. Le reste n'est que l'impuissance apprise. Toutes les entreprises collectives massives n'est que l'impuissance apprise. Alors Jean, justement, je crois que vous n'êtes pas très loin quand même de ce que dit dans son livre Yann Valery. Comment vous réagissez à cela, à ce que dit Yann Valery? Bonjour Jean. En fait, j'ai envie de dire, vous auriez pu écrire mon livre peut-être, parce que c'est vraiment le propos central de mon livre. Et oui, effectivement, la première des sécessions, et c'est ce que j'indique dedans, c'est une sécession intérieure. C'est se révolter contre soi-même, contre sa condition, et devenir un homme libre. D'ailleurs, j'en parle dans la partie sur l'éducation et sur l'instruction, et j'invite les gens à faire de leurs enfants des hommes libres et des femmes libres, c'est-à-dire ne pas se laisser à la fois dominer par une éducation nationale qui est une véritable machine, d'une à propagande, de deux à nullité, à fabrique du crétin, comme dirait M. Brigelli. Mais par contre, deuxièmement, ça veut dire aussi ne pas bourrer le crâne de ses enfants de sa propre idéologie, de ses propres lubies. C'est-à-dire, il faut simplement les éveiller, faire qu'ils lisent, faire qu'ils aient une connaissance du monde. Leur enseigner l'esprit critique. D'abord. Tout à fait. Et ensuite, ils feront ce qu'ils voudront de leur vie. Mais s'ils n'ont pas ces armes-là, et malheureusement, il y a toute une partie de la jeunesse aujourd'hui qui n'a plus ces armes, puisque les parents ont tout confié à l'éducation nationale qui ne remplit plus son rôle. Donc on a fabriqué ce que j'appelle des esclaves heureux de la liberté.
comme disait un autre livre de Monsieur Portela. En fait, on a toute une génération qui devient esclave sans le savoir, des esclaves heureux. Et c'est ça qu'il faut totalement inverser. Il faut recréer des générations d'hommes libres qui soient capables, le moment venu et le temps qu'il faudra, de se séparer tranquillement, y compris les institutions, si elles ne veulent pas notre bien. Et comme vous dites, ça se fait pas en un jour, ni en une semaine, ni en un mois, tout cela. C'est un long travail. Merci Jean. Merci Jean, et un appel du Jura maintenant avec Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour Karine. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à toute l'équipe. Infiniment merci pour vos émissions. Vous êtes le premier rebelle et il faut vraiment, grâce à vous, on est bien informés. Je vous appelle et je remercie Monsieur Yann Valery pour son livre. En effet, faire sécession. Parce que faire la guerre, se mettre contre n'apportera que de la violence et la violence ne mène à rien de bon. Donc la seule chose pour que nous puissions réussir, c'est faire cession, ne plus rentrer dans leur système. C'est-à-dire, ils veulent qu'on paye avec la carte de crédit. On arrête la carte de crédit, on paye en cash. Ils veulent qu'on ait des paiements automatiques. On arrête les paiements automatiques. On paye quand on veut et quand on peut. On arrête tout ça. On arrête de dire oui. On sait dire non de plus en plus. On s'interroge. On ne met la télévision que quelques heures pour des choses intéressantes. Sinon, on arrête la télévision. On nous demande notre nom, nos identifiants pour n'importe quoi. On dit non. Il faut même savoir dire non, je n'ai pas Internet. Parce que il faut plus qu'ils aient pris sur nous. Il faut leur tourner le dos. Par ailleurs, en même temps, comme dirait notre cher président, il faut créer du lien, se connaître soi-même. Dire, comme disait l'auditeur précédent, savoir qu'est-ce qu'on veut de notre vie, quel est le sens qu'on veut donner à notre vie. Et puis maintenant, si on tourne le dos, ne plus se faire piéger par ce système et aller dans le sens où on le souhaite. Par exemple, quand je vais acheter un bien, je n'achète pas un bien du fin fond d'Afrique du Sud quand je veux protéger l'environnement. Je mange local, même si c'est un peu moins agréable de manger un peu plus de pommes et un peu moins d'ananas, mais c'est pas grave, puisque en fin de compte, c'est nos enfants qui vont y gagner parce qu'on aura privilégié du local. Karine, je vous interromps simplement parce qu'on arrive à la fin de cette émission et c'est ce que vous dites évidemment, c'est René Dubos le disait, penser globalement, agir localement. Yann Valery, en fin de cela pour vous, c'est un chemin, en tout cas ce chemin de sécession comme vous le décrivez, hein, c'est pas la guerre de sécession, c'est le chemin de la sécession. Vous le voyez, vous en tout cas vous encouragez, vous dites voilà, vous dites ce n'est pas un livre pamphlet comme un autre, c'est un livre qui voudrait indiquer des directions et qu'on prenne le chemin, qu'on se mette en marche, quoi. Oui, en fait, je donne des pistes à travailler. Ça pourra faire l'objet d'un deuxième livre, mais je pense que c'est à chacun de travailler ses pistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne commence pas à faire ces sessions selon tous les critères que j'ai donnés tout à l'heure, on va droit dans le mur et nos enfants nous accuseront ou nos petits-enfants nous accuseront de n'avoir rien fait face à une évolution du monde qui n'est pas acceptable et qui de toute façon n'ira pas très loin si ça continue comme ça. Quoi qu'en pensent ceux qui, dans une petite caste ou alors pensent que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est le cas de le dire, mais je pense que nous avons un rôle majeur à jouer, mais c'est nous, à titre individuel, à titre communautaire et à titre collectif, qui devons saisir cette opportunité et la mettre en œuvre. Et ce que vous dites, en tout cas, c'est que allez-y, engagez-vous, c'est ça? Exactement. Partout et dans toute la cité pour être des vrais hommes politiques. Chaque citoyen devrait être un homme politique et ceux qui ne veulent pas l'être, eh bien, ils acceptent que leur destin ne soit plus entre leurs mains. Soyez des hommes politiques tous et faites sécession. Eh bien, écoutez, ainsi soit-il. Je rappelle le titre de votre livre, Sécession, qui fait à peu près 100 pages et on a donc appris qu'on peut se le procurer sur votre site Brésinfo. Et tout de suite, Brigitte Lay.